Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Les naufragés du Wager de David Gran, traduit de l'anglais par Johann Frederick Helgedge. Un livre qui raconte une histoire tout à fait exceptionnelle, extraordinaire, mais une histoire tout à fait vraie également. On est ici dans un roman réel, un roman qui essaye de reconstituer ce qui s'est passé dans ce naufrage du Wager en 1740, lis-je en quatrième de couverture, le vaisseau de ligne de Sa Majesté, le HMS Wager, 250 officiers et hommes d'équipage à son bord, est envoyé au sein d'une escouade sous le commandement du commodore Hanson en mission secrète pour piller les cargaisons d'un galion de l'Empire espagnol. On a tout de suite énormément d'images qui nous viennent à l'esprit quand on lit ceci après avoir franchi le Cap Horn. Le Wager fait naufrage. Une poignée de malheureux survit sur une île désolée au large de la Patagonie. Le chaos et les morts s'empilant. Et face à la quasi-absence de ressources vitales, aux conditions hostiles, certains se résolvent au cannibalisme. Des mutineries éclatent. Le capitaine commet un meurtre devant témoins. 3 groupes s'affrontent quant à la stratégie à adopter pour s'en échapper. Alors que tout le monde croyait que l'intégralité de l'équipage du Wager avait disparu, un premier groupe de 29 survivants réapparaît au Brésil 283 jours après la catastrophe maritime, puis ce sont 3 rescapés de plus qui atteignent le Brésil 3 mois et demi plus tard. Mais une fois rentrés en terres anglicanes, commence alors une autre guerre. Des récits cette fois, afin de sauver son honneur et sa vie face à l'amirauté et au grand public. Cette guerre des récits, elle nous est racontée vers la fin du livre, elle s'est poursuivie après ce naufrage où chacun devait conserver son honneur et sa vie, puisqu'il y a eu un procès en cour martiale qui a eu lieu pour déterminer s'il y a eu mutinerie, s'il y a eu aussi un meurtre commis par le capitaine, etc. Donc, des tensions très fortes et puis des récits opposés. Et donc, ici, on a un récit de ces naufragés du Wager qui, à partir d'une masse considérable d'archives, eh bien, tente de reconstituer la vérité, mais aussi de nous raconter une histoire palpitante. Et Dieu sait si l'histoire racontée est palpitante. Et ce qui est intéressant dans ce livre-là, en plus de cette histoire palpitante, dont on nous dit que tout est vrai, alors évidemment, vrai dans la mesure du possible, dans le sens où, eh bien, on ne fait toujours que reconstituer l'histoire, mais en étant ici le plus attentif possible à coller à la réalité. Alors, on a d'ailleurs énormément de citations, alors avec des notes à la fin du livre qui nous renvoient à des journaux de bord, à d'autres textes écrits par les naufragés du Wager eux-mêmes ou par d'autres. Et puis on a aussi des illustrations. Le Centurion, qui est un des bateaux qui se trouvait dans la flotte avec le Wager. Et puis on a également le point de vue de tous les personnages qui sont des points de vue opposés. Et puis on a vraiment une aventure extraordinaire. Alors, où aller piquer un petit extrait? Que raconter? J'ai déjà raconté les choses en lisant la 4e de couverture, mais il y a un souffle aussi dans l'écriture de ce texte-là, un souffle précis, mais où on voit bien que, à la fois, nos personnages sont pris dans des malheurs terrible, mais conserve aussi quelque chose de très anglais. Ce sont des Anglais qui gardent une certaine hiérarchie, alors hiérarchie contestée, mais qui peine à être véritablement ébranlée dans cette période du XVIIIe siècle, où pourtant on commence à réfléchir
aux questions d'égalité, et elles sont ici présentes. Pourquoi le capitaine a-t-il tous les droits alors que c'est un homme assez rigide et que d'autres, issus de couches beaucoup moins favorisées de la population, eh bien, ont peut-être une autorité naturelle plus importante, ont des idées peut-être meilleures. Bref, on entre ici dans des questions d'ordre politique, dans un petit groupe, toujours plus petit, puisque beaucoup de marins meurent pour plusieurs raisons. Il y a une description du scorbut, maladie terrible, mais aussi la faim qui les touche, et puis on est obligé d'abandonner une partie des naufragés du Vaguer, puisque on ne peut pas vivre aussi nombreux sur un bateau, il n'y a rien à manger, et puis certains partent volontairement. Et donc, on assiste à une histoire terrible et pleine de rebondissements. Chapitre 8, l'épave. Voici une gravure de 1805. Les naufragés sont représentés en train de construire leur campement sur l'île du Vaguer. Puisque l'île où ils vont trouver refuge portera leur nom, une île très inhospitalière. L'épave donc. La mer se répandit à flot dans la cabine du chirurgien, où gisait le capitaine David Cheap. Confiné depuis sa blessure, il n'avait pas assisté à la collision, mais avait reconnu le bruit caractéristique redouté par tout commandant, celui d'une coque raclant la roche. Et il savait que le Vaguer, vaisseau de ses rêves les plus avides, était perdu. S'il survivait, il serait traduit devant une cour martiale qui déterminerait s'il avait drossé un navire de sa majesté suite à un acte volontaire, par négligence ou de fait d'autres manquements. Là, on a une citation d'un règlement qui montre que même si on réchappe du naufrage quand on est capitaine, on est responsable. Serait-il déclaré coupable aux yeux de la cour, aux yeux d'Hanson, c'est le grand chef de toute la flotte qui partait, alors que Cheap est lui seulement capitaine d'un vaisseau, le Vaguer, qui n'est plus avec les autres, n'a pas réussi à les suivre après le Cap Horn. Donc serait-il déclaré coupable aux yeux de la cour, aux yeux d'Hanson, ou à ses propres yeux d'avoir anéanti le premier bâtiment de guerre sous son commandement, mettant ainsi un terme à sa carrière dans la marine royale? Pourquoi son second ne l'avait-il pas alerté du danger plus tôt? Pourquoi le chirurgien l'avait-il assommé avec sa dose d'opium? À mon insu, insisterait Cheap plus tard, en me soutenant qu'il s'agissait simplement d'un remède pour prévenir la fièvre. Voilà, le naufrage a lieu, le capitaine qui était tombé de plusieurs mètres dans un accident, eh bien, se retrouve impuissant et au contraire se retrouve shooté au moment de ce naufrage, ne peut rien faire et se pose plein de questions. Et puis, on a évidemment l'arrivée sur une île déserte, on croise des indigènes qui n'habitent pas cette île, mais qui arrivent en pirogue, avec qui on échange, et puis tout d'un coup, ces indigènes s'en vont, on ne sait pas trop pourquoi, ils se sont peut-être un peu fâchés contre les Anglais qui sont là, et puis on survit sur cette île, on survit difficilement, on veut partir. Il y a des conflits, est-ce qu'on va revenir vers le Cap Horn, revenir en arrière, ou alors est-ce qu'on va de l'avant pour retrouver la flotte principale et attaquer un galion espagnol, puisque c'est bien de ça dont il s'agissait, un galion ou un autre type de navire. Pour être franc, le vocabulaire ici est très précis, moi-même je n'y connais strictement rien, mais on a des conflits énormes. On a un certain Bulkeley qui est leader d'une mutinerie, et ce Bulkeley, eh bien, s'oppose au capitaine, et il y a un conflit à travers
d'autres personnages qui hésitent à partir du côté du capitaine ou du côté de ceux qui le contestent. Il y a un certain Byron, qui est le grand-père de Lord Byron, qui est aussi présent et qui hésite beaucoup, qui finalement prendra plutôt le parti du capitaine. C'est un lord aussi, donc on a ici des questions sociales qui continuent à jouer malgré la situation désespérée. Et ce Bulkeley, eh bien, va susciter la colère de Cheap, donc du capitaine, et on a des scènes assez violentes qui ont lieu. Chapitre 16, les mutins. Le 27 août, 2 jours après ce que John Bulkeley décrivait comme des secousses et de violents tremblements de terre, il s'entretint en secret avec ses plus proches confidents. Bien que 3 semaines se fussent écoulées depuis que Cheap avait reçu leur requête, il n'y avait pas encore répondu. Le canonnier c'est donc Bulkeley. Canonnier, c'est pas le poste le plus prestigieux sur un navire, mais il prend en main, néanmoins, la mutinerie. On conclut que le capitaine n'avait pas l'intention de s'accorder avec leur plan de rallier le Brésil parce qu'il ne révoquerait jamais ses instructions initiales. Lors de cette réunion, Bulkeley aborda un sujet interdit, la mutinerie. Une mutinerie en bonne et due forme ne ressemblait à aucune forme de révolte. Elle avait lieu au sein même des forces établies par l'État pour imposer l'ordre, l'armée. C'est pourquoi elle faisait planer une telle menace sur les autorités au pouvoir et était si souvent brutalement réprimée. C'est ça, bien sûr, le danger. Même si les moyens de la répression sont devenus assez faibles à ce moment-là. Mais il y aura cette mutinerie. Et puis il y aura la construction d'une arche pour partir de cette île et on va réussir à s'en aller. Mais il y aura d'autres moments extrêmement durs, extrêmement pénibles à vivre et on lit ce livre-là avec une forme de fascination pour ce qu'ont vécu ces hommes-là en se disant « oui, les naufragés du Vaguer ont bel et bien existé, oui, il y a eu ces conflits-là, ces vies-là qui ont été absolument ravagées par cette histoire-là, des moments de hantise où l'on ne sait plus ce que l'on vit, ce que l'on voit, des moments de folie chez les personnages dont on nous raconte de manière très précise, très documentée, le naufrage, puis la survie. Les naufragés du Vaguer, David Graham.